Bonjour, nous sommes donc sur le salon du Bourget et nous avons avec nous David Joubert qui va nous présenter le projet d'ATR 72 bombardier d'eau, le Kepler 72. David, présente-nous ton avion. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Notre projet, c'est la modification, la conversion d'un ATR 72, l'avion régional le plus vendu dans le monde, en bombardier d'eau. Bombardier d'eau terrestre qui atterrit sur une piste et qui se charge au sol et qui redécolle pour aller faire sa mission de bombardier d'eau. Donc quelque chose qui s'inscrit dans la lignée des trackers, des Dash 8, des C-130, des Fokker 27. Effectivement, dans l'imaginaire collectif, le bombardier d'eau est un avion scooper, mais en fait, seul un tiers des avions sont des écopeurs, les autres, ce sont des avions terrestres. Et on s'inscrit effectivement dans cette logique-là. C'est des avions qui vont travailler au retardant. Alors, pourquoi la TR-72 et pas la TR-42 par exemple? Alors la TR-42, il aurait été très bien en termes de dimension. Par contre, il avait une charge offerte un petit peu juste. Et on aurait peut-être pu mettre 4500 litres dans cet avion, ce qui fait un peu léger par rapport aux contraintes. C'est les mêmes moteurs, ce sont pratiquement les mêmes coûts d'utilisation. C'est juste une question de masse maximale au décollage et charge utile offerte. Oui, parce que comme on peut le voir dans cet avion, les réservoirs, ce sont ces deux réservoirs blancs, ne prennent pas beaucoup de place par rapport à l'avion. Donc tous les bombardiers d'eau, c'est la même chose. C'est toujours la même chose. Donc un avion plus court aurait pu être intéressant, mais malheureusement la structure ne pouvait pas porter suffisamment de liquide. Donc en fait, sur la TR 72, là, la charge utile en retardant offerte, elle sera potentiellement de combien? 7 tonnes et demie. 7 tonnes et demie, 7500 litres d'eau ou alors 7 tonnes et demie de retardant. C'est ça, exactement. Donc en deux réservoirs de 3005 à peu près à chaque fois. Oui, légèrement différent, mais ça c'est qu'une question d'équilibrage, puisque dans un avion, on a toujours à gérer les masses et la répartition des masses. Donc on a adapté ce qu'il fallait. La conception de cet avion, ce qui est très important, c'est que on prévoit toujours les pannes quand on fait un avion de ligne, quand on fait un avion de travail aérien. Et donc on a conçu notre système pour que même en cas de panne, on reste dans l'enveloppe de vol et qu'il n'y ait aucun risque sur la sécurité des vols. Sur le plan du système de largage, qui est quand même le truc le plus important, c'est un largage ventral. Il y a un collecteur pour toute l'eau ou alors c'est un déversement en dessous de chaque soute? Non, en fait on a des collecteurs sous chaque réservoir. Les collecteurs sont reliés à un système de trappe qui est à flot constant et les deux trappes sont séparées de 2 mètres. D'accord. Nous avons fait des simulations par de l'analyse de mécanique des fluides, simulation CFD, qui nous permet d'être très confiants sur la qualité du flot qui va sortir, puisque les 2 mètres, c'est une distance tout à fait acceptable pour cette configuration. Donc on est sur un avion à largage flot constant avec donc le système de largage qui va être au niveau entre les roues du train d'atterrissage rétractées, en amont, en aval. Juste devant et juste derrière. Juste devant Voilà. et juste derrière. Ok, très bien, parce que ça c'était une contrainte de l'ATR. Il y a le positionnement du train d'atterrissage qui ne permet pas de coller une soute ventrale, si? Exactement, parce que le train d'atterrissage est sous les ailes, exactement, puisque les 2 cadres forts qui tiennent l'intégralité de l'avion sont les cadres qui tiennent les ailes et qui tiennent aussi le train d'atterrissage. C'est une contrainte extrêmement forte. On ne peut quasiment rien passer dans cette zone-là. Et les roues sont rangées sous le fuselage, contrairement à certains avions qui ont les roues dans les capots moteurs, qui peuvent se permettre d'avoir une soute ventrale. Une trappe sous l'avion. Alors je vois un truc aussi qui est assez intéressant, c'est que l'avion dispose d'une porte cargo. Oui. C'est-à-dire que l'avion se positionne comme un avion multirôle. Exactement. On a pris la décision de faire un avion multirôle. Pourquoi on fait cet avion multirôle? Bien, tout simplement parce que la lutte contre les feux de forêt
c'est pas, même si la saison de feux de forêt augmente de plus en plus, il y a malgré tout un besoin de la force totale pendant seulement une période de l'année. On peut avoir 30 à 40% de la flotte qui va être utilisée pendant 7-8 mois, mais la majorité de la flotte ne va être utilisée que pendant 3-4 mois. Et en dehors de cette période-là, il est vraiment important de pouvoir utiliser l'avion à d'autres missions. Le Kepler 72, sa mission première, c'est bombardier d'eau. Sa mission secondaire, c'est avion cargo. Et dans certaines conditions, avec des certifications de type DGA militaire, on aura la possibilité de faire du transport de troupes et du transport d'évacuation sanitaire. Parce que les soutes sont amovibles et qu'éventuellement on peut ajouter un plancher passager. Elles sont amovibles, effectivement. Oui. Voilà. C'est du Lego. Elles sont amovibles et on remplace la soute par un morceau de plancher. D'accord, tout simplement. Il y a plusieurs projets d'ATR bombardier d'eau qui arrivent relativement tard par rapport à l'existence de l'avion finalement, puisque les ATR sont en service depuis une quarantaine d'années maintenant, et c'est qu'aujourd'hui que les ATR commencent à intéresser le marché bombardier d'eau. Il y a beaucoup de remarques sur le fait que l'avion est entre guillemets sous-motorisé ou n'aurait pas la maniabilité nécessaire pour aller taper des feux. La réponse de Kepler à ces remarques-là, c'est laquelle? La réponse, elle est toute simple. C'est pendant des années, en fait, pourquoi l'ATR n'a pas été utilisée depuis si longtemps? Eh bien, c'est que pendant des années, il y avait des acteurs sur le marché, des acteurs nord-américains en règle générale, qui avaient pris leur place, qui assumaient leur rôle, qui fournissaient des avions au monde entier. Bien sûr le Canadair emblématique, mais aussi le Dash 8 que la sécurité civile française a acheté. Et ces avions, finalement, faisaient le job. Il se trouve que dans les 10 dernières années, il y a eu un véritable problème, une carence en solutions. Et quand vous êtes un État en ce moment et que vous voulez acheter un avion, vous ne serez pas livré avant 10 ans. Cette problématique nous est apparue flagrante il y a 2 ans. Et effectivement, l'ATR 72 est devenu un très bon candidat puisqu'il a, avec 7500 litres, une capacité de 2 trackers qui permet de continuer à faire du guet aérien armé. C'est-à-dire des patrouilles, pendant la saison chaude. Des patrouilles qui permettent, pendant la saison chaude, de surveiller jusqu'à 15 000 km² par avion. Et ces 15 000 km², ils sont conçus de telle façon que l'avion n'est jamais à plus de 12 minutes d'un départ de feu. Cet avion est particulièrement adapté à cette activité parce qu'il a un coût d'utilisation, des frais de maintenance réduits qui sont extrêmement intéressants. Alors, le projet en est à quel stade d'avancement? Parce qu'on a commencé à en parler il y a un an ou deux. Aujourd'hui, il y a une maquette, il y a des études qui sont faites, je crois, avec un chercheur de Toulouse, à l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse. Mais concrètement, le projet, à quel état d'avancement en termes de financement ou de définition technique? Très clairement, on a le soutien d'un DOA, donc un Design Office, qui fait la conception et la certification, Aérotech. Nous sommes sur le stand XPO, qui est propriétaire d'Aérotech et qui nous accompagne dans cette aventure. XPO, c'est une société qui fait 1,4 milliard de chiffre d'affaires et qui a plus de 17 000 collaborateurs dans l'ingénierie. Donc c'est un gros groupe qui nous soutient. Ils ont annoncé hier officiellement la construction d'un hangar sur l'aéroport de Toulouse pour accueillir nos avions pendant les modifications. D'accord, donc il y a quelque chose donc ça, c'est l'aspect accompagnement industriel. Nous avons finalisé ce qu'on appelle la PDR, Preliminary Design Review, qui est une étape classique de la conception des avions et qui permet de dérisquer l'intégralité du concept. Donc vous êtes sur les études, alors on a passé les études préliminaires, là on commence à attaquer les choses sérieuses. Voilà, là on a une vingtaine de personnes qui travaillent tous les jours sur le projet et qui continuent à travailler, à faire les calculs de stress, les calculs de charge, comment se comporte l'avion pendant le largage, pendant les vols, quel est l'impact de toutes nos modifications sur le comportement de l'avion. À quel moment on peut espérer voir un prototype ou un démonstrateur apte à faire des largages de démonstration? Alors je ne peux pas encore promettre le premier client, mais on est en négociation. On espère que le premier avion va rentrer dans les hangars en novembre.
avec une sortie et des premiers vols 1 an après. D'accord. Donc premier vol en novembre 2026. Premier vol possible en novembre 2026. Voilà. L'argument de cet avion aussi, ça va être le fait que l'avion est toujours en production chez ATR, donc il y a une relation qui est faite avec le constructeur. On a une très bonne relation de confiance avec le constructeur qui regarde avec un œil absolument bienveillant l'intégralité de nos travaux. Nous sommes associés à Asia IPRC qui est le spécialiste et le fournisseur de la porte cargo et de la modification cargo, qui fait que grâce à leur expérience et à l'ensemble des données qu'ils avaient, nous pouvons travailler sur l'avion. Sachant que comme l'ATR 72-600 est toujours en production, en termes, si le Kepler 72 entre en service en tant que bombardier d'eau, l'approvisionnement de pièces détachées, la disponibilité sera... 99% de l'avion, c'est un ATR. Donc effectivement, la maintenance sera une maintenance d'ATR 72. Il y a plus de 100 compagnies dans le monde qui l'utilisent, 1200 avions volent encore. Il est produit. Je crois qu'il y a eu de très belles annonces sur le salon sur les ventes d'ATR. Qui continuent qui continuent. On parlait de puissance tout à l'heure. Clairement, c'est vrai, les moteurs sont un peu moins puissants que ce qu'on a l'habitude de voir sur le Dash 8 par exemple. Mais cette baisse de puissance permet une consommation beaucoup moins grande, permet des frais de maintenance beaucoup moins forts. Et par contre, l'avion est conçu de telle façon, il est déjà plus léger, il a une aile qui est dessinée autrement et il est très adapté à ce genre de mission. Alors au final, à combien l'avion va arriver sur le marché le chiffre précis évidemment, je pense qu'on est encore loin, mais oui. Pour donner une idée, pour comparer par exemple aux autres projets comme le 515. On est en fonction des options qui seront choisies, entre 30 et 35 millions sur un avion neuf. Et dans le marché de l'occasion, on peut penser que les avions sortiront entre 17 et 22 millions. Juste pour comparaison, aujourd'hui, les contrats qui sont signés pour un Canadair 515 tournent autour de 50 millions d'euros. Oui. Mais ça, c'est avant livraison de la machine et les estimations qui sont données, c'est 60, 70. Donc là, on est à la moitié ou à un tiers d'un bombardier d'eau Hopper. Et la grosse particularité, c'est que cet avion, c'est un avion qui se pose sur une piste. Tous les pilotes savent se poser sur une piste et n'ont pas besoin d'un entraînement spécifique. Donc toutes les heures qui sont utilisées pour l'entraînement sont des heures qui sont utilisées à l'entraînement de largage et non pas de remplissage, ce qui permet de diminuer le coût réel en opération. Et donc l'idée, c'est qu'à coût constant, on peut avoir plus d'avions comme celui-ci que d'autres avions qui coûteraient un petit peu plus cher à l'utilisation. Et on peut mettre en place des doctrines d'utilisation, telles que celle de la France avec le GA Air-Armée, qui sont extrêmement efficaces, puisque je te rappelle, tu le sais par cœur, qu'à nombre de départs de feu égal, on divise par 2 les surfaces brûlées grâce à cette méthode. En plus, un avion qui a des capacités d'atterrissage relativement courtes, ce n'est pas un avion qui a besoin de 3000 mètres de piste pour décoller. Non, avec 1800 mètres de piste, on décolle dans les températures qui sont compatibles avec les périodes de feux de forêt. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du projet. Merci David de nous avoir accueillis sur le stand, de nous avoir présenté le projet. On attend des nouvelles, de prototypes. On sera heureux de vous inviter pour les différentes phases et notamment quand on va rentrer en prototypage, ça va être intéressant de suivre ça. Ah oui, j'espère bien. Merci David, à très bientôt. Frédéric.